Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, moi c'est Yasmine Choukir, je suis product owner, chez OnePoint et je fais partie, de l'équipe, Wake Up Café. Donc pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, les Wake Up Café, c'est le rendez-vous bimensuel, product pour échanger autour du product management, et d'autres, dérivés du product pour enrichir et renforcer, la boîte à outils d'un PO, PM, business analyst sur différentes, thématiques. La thématique du moment, c'est le sujet de la conciergerie. Donc pour ceux qui sont pas OnePoint, la conciergerie, c'est notre service d'experts qui sont prêts à répondre aux questions, au fait, que se posent nos consultants, pendant leur mission. Donc ça traite vraiment des sujets, 100 tirés du quotidien. Et nous avons déjà commencé cette thématique il y a 2 semaines avec un premier sujet autour des rôles des POPM. Et aujourd'hui, on a avec nous, Axel Alizé du coup, qui va nous expliquer, un peu et nous partager son retour d'expérience sur, comment se fait du product management à l'échelle au sein d'une équipe constituée de plusieurs PO, PM et d'autres rôles et comment ça s'organise autour d'un seul produit. Je te laisse la parole pour te présenter rapidement, Axel. Merci Yasmine. Bah, tu as un peu tout dit. Alors moi, c'est la première fois que j'interviens en tant que speaker, au Wake Up Café, donc je suis ravi, et je vais vous parler donc en effet de pa product management à l'échelle. Donc je vais pas en dire plus pour le moment parce que j'ai fait une petite intro là-dessus, mais j'espère en tout cas que ça vous donnera un petit peu une visu de comment on peut organiser, et on peut se processer, autour d'une grosse équipe. On est à peu près 70 et je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, avant de commencer, je vais juste rappeler les bonnes pratiques. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez bien couper vos micros, vos caméras et vous pouvez poser vos questions, dans le chat et on prendra soin d'y répondre à la fin de la présentation. Je Je pense qu'on peut commence? commencer. Je te laisse la parole, Axel. C'est parfait. Alors, je vais beaucoup parler, ça va être un petit peu dense. Je vais essayer quand même d'être le plus explicite possible pour qu'on puisse avoir des questions, à la fin, mais n'hésitez pas, hein, si vraiment à un moment donné ça va trop vite, je peux redétailler certains points. Donc là, je vous remets un petit schéma, mais très classique, hein, on va pas revenir en détail sur le rôle d'un PO ou d'un PM. On sait qu'il est là, pour apporter de la valeur à son produit et à ses utilisateurs, qu'il va le faire à travers plein d'activités, hein, de discovery, de conception, de delivery, il va piloter sa roadmap, voilà, il va faire pas beaucoup de trucs. Et pour le faire, il va s'appuyer sur pas mal d'expertises clés, dans le cadre de ses activités et il aura en général, bah, une scrum team, un scrum master, des QA, des UX et des UI. Donc ça, c'est un peu le schéma classique. Mais comment, ça se passe, donc c'est un peu l'intro, hein, que je voulais vous faire, c'est comment ça se passe lorsque le produit est très grand et très complexe et que cette configuration-là que vous voyez là, elle offre plus la capacité suffisante pour l'adresser ou pour adresser toutes les problématiques, ou toute la complexité, de ce produit. C'est là qu'il va falloir passer à l'échelle. Donc c'est là où on va avoir une organisation produit avec plusieurs POPM et avec une segmentation des activités. Alors une segmentation des activités qui va pouvoir se faire soit par les périmètres, donc c'est là où souvent vous allez entendre parler de feature team, de component team, mais elle peut se faire aussi, cette segmentation sur les rôles et responsabilités de chacun. Et c'est là souvent on a une segmentation où on va avoir des PO et des PM. Et donc qui fait quoi? Voilà. Je te laisse passer, Yasmine. Oui. Je te ferai des petits gestes s'il faut, je lèverai la main. Donc le produit, c'est simple. Ici, on va parler d'une plateforme VOD. La plateforme VOD, c'est quelque chose en général de très complexe, parce que déjà, elle est présente sur une multitude d'environnements. Heu, Elle est souvent là sur les sites web, mais aussi des applis mobiles, des TV, des box internet, et chacun de ces environnements, bah, a ses propres spécificités, techniques, mais aussi expérientielles. Les parcours sont pas les mêmes. L'utilisation du device n'est pas la même. Et les plateformes VOD, elles ont aussi un grand nombre de problématiques et d'opportunités à adresser qui, elles, bien souvent, bah, restent transverses. Donc, comment on organise une équipe autour d'un produit aussi gros? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Moi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait chez mon client, chez France Télévisions. Donc, déjà, premier niveau, vous voyez ici qu'on a une segmentation par périmètre. On va avoir 8 PO qui sont donc dans 8 Scrum Teams, chacune spécialisée sur l'environnement technique et fonctionnel, du device sur lequel elle s'adresse. Donc vous voyez là ici, vous avez le web, les applis mobiles, des typologies de TV et on a des environnements un peu plus techniques comme les API, le back office et les briques, vidéo, qu'on appelle le player, donc le player web et les player apps. Je rentre pas dans le détail, mais en gros, vous avez vos PO par component team. Et au-dessus de ça,
enfin au-dessus de ça, on va plutôt dire, parce qu'il n'y a pas de dessus-dessous, mais on va plutôt dire en transverse, on a des binômes PM-UX qui viennent, eux, par contre, adresser une thématique bien précise. Donc c'est là qu'on va avoir plutôt une segmentation par rôle et responsabilité, parce qu'on va avoir d'un côté les PM qui vont davantage être sur la partie discovery, donc ils vont aller creuser des problématiques autour de leurs sujets respectifs, et ils vont essayer de définir quel impact ils veulent avoir et comment le mesurer. Alors que les PO, eux, ils vont intervenir sur la réponse à ces problématiques et sur la façon de les adresser au mieux en prenant en compte les spécificités propres à leur environnement. Tandis que les PM, ils vont assurer justement cette transversalité entre les environnements. Alors, sur ça, moi, j'avais une question Excel. Dis-moi. On sait que des fois, c'est compliqué et dans une organisation qui ne nous permet pas d'avoir un PM et un UX distincts par thématique, par exemple, quel risque il pourrait y avoir, ce que tu vois dans une organisation d'un projet comme ça? Alors, si on n'a pas assez de PM ou du X et qu'on garde une organisation comme celle-ci, on va les faire adresser des problématiques qui peuvent être vraiment diverses et variées. Donc, on va avoir un PM qui va adresser aussi bien de la monétisation que de l'acquisition, par exemple. Et c'est des thématiques très différentes, donc on essaye en général d'avoir des gens plutôt experts sur un sujet pour qu'ils aillent faire du discovery et adresser ces thématiques à fond. Donc on peut avoir une déperdition un peu de l'expertise, ou du moins un PM qui va être un peu touche à tout, mais pas forcément, excellent dans un domaine. Et après, c'est qu'on va devoir un petit peu séquencer, ça va peut-être être un goulot d'étranglement. Donc si on lui demande d'adresser sur un cycle, de delivery, de l'acquisition, il va peut-être pas pouvoir, adresser de la monétisation en même temps. Donc il va falloir un petit peu choisir ses combats et séquencer les thématiques qu'on va adresser. C'est un peu ce que je vois. Ouais, OK. Donc là, on a parlé d'orga, c'est bien. Vous voyez le truc? Là, on est 70 là-dedans. Comment tous ces gens-là, ils s'articulent dans un processus complet, de développement de notre produit? Donc là, je vais vous montrer un petit schéma. Faut pas avoir peur. C'est un processus très classique de discovery, delivery, mesure. Je vais vous parler rapidement ici des différentes étapes et après on va rentrer dans le détail. Donc déjà, premièrement, on va récolter ce qu'on appelle des opportunités, qu'on va aller prioriser et poser sur notre roadmap. De ces opportunités, on va tirer des initiatives, qui sont en fait des réponses à des problématiques. Ces initiatives, elles seront explorées et on va les prioriser également. Et enfin, pour chaque initiative, pour chaque réponse à une problématique qu'on va apporter, il va falloir trouver des solutions qui seront designés et priorisés à leur tour, ou plutôt priorisés puis designés. Ces solutions, elles vont être développées au cours de sprint, donc ça c'est des cycles qu'on connaît bien en Scrum, et puis une fois celles-ci mises en production, on va en mesurer l'impact. Voilà le workflow classique. Maintenant, comment on met tous nos petits piou-piou dedans? Donc là sur la slide suivante, la partie opportunité, donc on parlait de grande échelle, hein. C'est pas seulement la grande échelle, c'est pas seulement l'échelle côté produit, c'est aussi tout notre environnement. Donc, il faut savoir que notre roadmap, déjà, elle est co-construite avec les équipes métiers qui ont des enjeux directement associés à notre produit, hein, des équipes éditoriales, des équipes CRM, marketing. Je les appelle les parties prenantes. Bon, à terme, elles sont toutes intégrées dans le produit, hein. Euh, le point de départ de tout notre workflow là, que je vous ai présenté avant, c'est les opportunités. Je vais vous expliquer juste après ce qu'on entend par opportunité. Ces opportunités, elles viennent alimenter un backlog. Donc les opportunités peuvent venir de l'équipe produit. L'équipe produit peut pousser une opportunité sur la base d'insights utilisateurs, par exemple. Nos opportunités peuvent venir aussi de nos parties prenantes, elles peuvent être motivées par des pains ou des besoins divers. Et ça peut aussi être des contraintes événementielles, techniques ou légales. Alors c'est quoi une opportunité? C'est tout moyen d'apporter de la valeur à nos utilisateurs ou à l'entreprise, de résoudre un pain ou de contribuer à la stratégie du groupe. Donc en gros, c'est d'influer sur nos insights utilisateurs autant que sur nos KPI stratégiques. Une opportunité, elle est normalement présentée et backée avec de la donnée. On n'arrive pas avec un truc sorti de nulle part. Il y a un petit peu de data quali, quanti, d'études ou de verbatim qui viennent appuyer un petit peu cette opportunité. Ensuite, par exemple, une opportunité serait la personnalisation. Proposer une expérience personnalisée sur notre plateforme vidéo à nos utilisateurs. Le backlog de ces opportunités, il est à la main du Head of Product. Le Head of Product, il va les prioriser, ces opportunités,
Alors avec un outil qu'on appelle le RIC, que je vais pas détailler ici, mais aussi parce que le Head of Product, il va avoir, une connaissance un peu des objectifs stratégiques de notre direction et des grands indicateurs de performance de notre offre. Donc voilà, il a dans sa tête, la North Star métrique, les OKR, tout dépend comment on pilote un petit peu tout ça. Et en gros, c'est lui qui va un petit peu prioriser, dire quelle opportunité on va aller commencer à cadrer. Donc les opportunités priorisées, elles vont alors rentrer en phase de cadrage et c'est les binômes PMUX qui vont se charger de ça. Alors ils vont faire ce qu'on appelle un cadrage d'opportunités. C'est un cadrage très macro où en fait on va faire une appropriation de cette opportunité, on va faire un état des lieux de notre niveau de connaissance, qu'est-ce qu'on a à notre disposition en termes de data, de verbatim, d'études. On va pas aller les creuser. C'est vraiment juste un état des lieux et on va commencer à la sizer cette opportunité. On va se dire: «Est-ce que de cette opportunité, en fait, j'ai pas une problématique derrière, je peux en avoir, 2, 3, 4, 5». Donc sur cette opportunité, on peut avoir plusieurs initiatives, plusieurs réponses à une problématique et après l'idée, c'est que je détermine un plan d'action. Heu, Quelle data je vais aller creuser? Quel atelier je vais aller organiser? Avec qui? Donc à ce stade, là, ce qui est important, c'est qu'à ce stade, moi, j'ai pas exploré mes problématiques, hein. J'ai pas analysé ma donnée, mes insights. Je m'approprie l'opportunité, je fais un état des lieux de ce dont je dispose, je la segmente si celle-ci elle est trop grosse et je déroule un plan d'action. Et là, d'un point de vue roadmap, bah, on commence à avoir les premiers éléments de notre prochain, cycle de product increment, mais ça, j'en parlerai plus tard. Donc la suite, très simple. On a vu que pouvait découler d'une opportunité une ou plusieurs initiatives, donc un ou plusieurs problèmes à résoudre. Chaque initiative maintenant elle va être explorée, donc là on va commencer à faire un petit peu des phases, si vous connaissez le double diamant en design thinking, là on est sur le premier là, on est sur l'exploration des problématiques. Donc ça chaque problématique va être explorée par notre binôme PMUX. Oui c'est ça le RIC, j'y reviendrai en effet. Heu, donc à ce stade les initiatives elles sont très brutes, elles sont très à l'intuition. On a simplement éclaté notre opportunité en problème à résoudre. Heu et c'est le moment d'aller chercher potentiellement de la data manquante, de la creuser et de définir un peu plus clairement les contours de notre problématique et donc de nos initiatives. Je te laisse passer à la slide suivante. Avec toute cette exploration, on est en mesure de mieux la définir, notre initiative et là, on va avoir un livrable très important qui s'appelle le cadrage d'initiative. Donc là, mon PM, avec l'aide de mon UX, il va aller poser quelques trucs. Dans son cadrage d'initiative, il va dire: «À quel problème répond mon initiative? Quel impact je veux avoir? Très important ça. Quel impact je veux avoir en résolvant ce problème? Quel est le KPI? Comment je le mesure? C'est indispensable. Quels sont mes objectifs et mes critères de succès? Et donc ce livrable, comme je le disais, il est très important parce que il va continuer de vivre là durant notre phase de cadrage et il va encore être enrichi quand on va explorer les solutions juste après. C'est lui qui va porter toutes les infos nécessaires au Scrum Team pour aller passer en delivery, mais je vais y revenir. Donc, grâce à ces nouvelles infos, on va pouvoir prioriser. Parce que là, on a exploré plusieurs problématiques. On peut se dire quels sont les problèmes qui nous semblent les plus critiques, pour lesquels on peut apporter le plus de valeur. Donc, il y a peut-être des initiatives qu'on va mettre pour l'instant au placard, et on va choisir sur quelles initiatives on veut passer du temps pour l'exploration, pour aller cette fois-ci explorer les solutions. Donc là, je vous donne un petit exemple au-dessus. On parlait de la personnalisation. Heu, des initiatives, des problématiques qui peuvent découler de la personnalisation, c'est, bah, mes utilisateurs ne retrouvent pas leur contenu en revenant sur la plateforme. Ils ont des contenus, préférés qui sont obligés d'aller chercher à chaque fois ou, les utilisateurs ne connaissent pas la richesse du catalogue parce que, bah, on n'a pas de recommandations potentiellement personnalisées. Voilà, petit exemple et là, on passe à notre troisième phase qui est que maintenant que les initiatives, elles ont été clairement, définies, donc nos problématiques, clairement définies et priorisées, on va passer à notre deuxième partie du double diamant, hein, du design thinking. Donc là, on va passer en phase d'idéation pour trouver toutes les solutions permettant de faire bouger nos KPI d'impact. Parce qu'on a eu des KPI d'impact, hein, qui ont été définis dans ce cadrage d'initiative. Et c'est là qu'on va entrer dans la danse, pardon, nos PO, nos UI, nos devs, parce qu'eux, ils ont une connaissance verticale du device sur lequel ils se trouvent. Donc c'est eux qui sauront adresser le KPI d'impact au mieux, en trouvant les meilleures solutions, qui comprennent les spécificités de leur support, en termes de parcours, en termes d'UI, en termes de règles de gestion. Je laisse passer à la slide suivante. Et donc, bah, les solutions identifiées, une fois qu'on converge, elles vont être une nouvelle fois priorisées. On priorise beaucoup, hein, à chaque fois on élimine et on garde, c'est comme un système de tamis, hein, on garde ce qui a le plus de valeur. On les priorise et c'est là où on va commencer à avancer au niveau conception des solutions qui ont été retenues, de celles qui étaient, jugées à plus forte valeur.
Donc des exemples de solutions pour pour l'initiative, on disait tout à l'heure, les utilisateurs ne retrouvent pas leur contenu, en revenant sur la plateforme. Ils galèrent à chaque fois à revenir sur ce qu'ils aiment. Bah, on pourrait, il y aurait 2 solutions envisagées, c'est, une fonctionnalité de mise en favori ou une fonctionnalité de reprise de lecture. Lorsque je m'arrête en plein milieu et que je veux aller reprendre mon programme plus tard ou sur un autre support. Donc là, on est bien au niveau solution. Donc là, très important, notre cadrage initiative, là, il est terminé. C'est une étape très importante. C'est on va l'enrichir avec quelles solutions ont été identifiées, quelles sont les règles de gestion, les règles métiers, les maquettes et quelles équipes sont impactées, tant en termes de parties prenantes que en termes d'équipes produits, sur quel device, sur quelle verticale. Et la finalisation de ce livrable, il y a un definition of done autour du cadrage initiative et il est très important de le respecter parce qu'en fait, là, après, on va passer en delivery. Et les équipes Scrum, il faut qu'elles aient, dans ce cadrage initiative, toutes les infos pour pouvoir découper, estimer et planifier leur user story. Donc là, déjà, je vous laisse souffler un petit peu. On vient de terminer la première phase qui est un petit peu l'exploration de nos opportunités, de nos initiatives et de nos solutions. Je te laisse passer à la suite. Ah, t'as une question, autant Oui, pour moi. pardon. Oui, je voulais demander, vu que tu parlais de découpage et d'affinage pour les équipes. Donc une fois que les initiatives, au fait, elles se transforment en solutions et que les différentes solutions sont claires, on commence le découpage, mais l'arbitrage, il se fait, enfin, sur la réponse apportée à l'opportunité initiale, il se fait à quel moment? Et tu as pas parlé de la place du head off à ce moment-là. On en a parlé plus en haut, en opportunité, mais pas, quelle est sa place par rapport à cette priorisation? Alors au niveau de la priorisation des solutions, moi je pense que tout va dépendre des organes. Dans la nôtre, le head off, là, il est plus là. Le head off, il priorise ses opportunités. Lorsqu'on cadre les initiatives, quelles problématiques on va adresser et quels KPI on fait bouger, il est consulté également, en se disant OK, on va adresser ces problèmes-là. Par contre, après, une fois qu'on est au clair sur les KPI qu'on va adresser, la partie solution, c'est côté PM et PO qu'on s'entend. Donc cette priorisation, elle se fait avec le RICE toujours, hein. On parlait de RIC, maintenant on parle de RICE, je pourrais donner les détails plus tard. Mais en gros, là, on est la détermination de l'impact et la priorisation des solutions, elle va se faire entre les PM, entre les équipes produits, mais sans le head off. On est à un niveau trop fin où là, pour le coup, il nous fait confiance. OK, je te laisse passer au delivery. Ça va aller un peu plus vite, les amis. Donc, on a vu comment on s'organise autour de l'exploration de nos problématiques et de nos solutions, de la priorisation, de la conception, tout ça. Maintenant, c'est comment on délivre. Voilà, comment on délivre tout ça là, tout ce que je viens de vous dire. Donc là, ce que vous voyez ici, je vous ai en fait repositionné sur une échelle de temps tout ce que je viens de vous dire. Cadrage d'opportunités, cadrage des initiatives, définition et priorisation des solutions. Je vous ai remis un petit peu des exemples et tout, je pense que c'est quand même relativement clair. Je vais vous partager quelque chose, c'est qu'on avait, nous, dans l'équipe, des problématiques de cadrage qui s'éternisaient, avec peu d'éléments concrets à partager au Scrum Team pour délivrer. Il faut savoir que le cadrage, quand on est sur un truc comme la personnalisation, on peut cadrer 2 ans, hein. On peut cadrer 2 ans, on peut aller explorer, on peut aller machin, on s'arrête jamais, hein. Là, l'idée, c'était de se dire comment on arrive, nous, à se timeboxer pour aller commencer à itérer rapidement et envoyer des premiers éléments en delivery à forte valeur. Donc, on a décidé de timeboxer nos phases de cadrage et de conception dans une fenêtre trimestrielle. Donc, vous le voyez là, les deux petits pointillés. On appelle ça un product increment. L'objectif, c'est de contraindre les PM et les UX à aller chercher les solutions à plus forte valeur plutôt que l'exhaustivité. Comme ça, on itère. L'idée, c'est d'avoir, et c'est là où je reparle de cette fameuse note de cadrage, l'idée, c'est d'avoir avant l'échéance que vous voyez là de 3 mois, bah, cette fameuse note de cadrage complétée et portant tous les éléments nécessaires au delivery. Donc là, sur la slide suivante, vous voyez que en parallèle, on a du delivery. Alors, il faut savoir qu'à chaque trimestre, vous voyez le petit cercle jaune là, à chaque début, on fait une journée de product increment. Donc, c'est une espèce de release plan day ou de PI planning, hein, pour ceux qui connaissent, ça dure une journée. Donc là, toutes les équipes, les Scrum Teams, les équipes des PO, elles travaillent ensemble au découpage de toutes les solutions qui ont été identifiées, qui ont été finalisées dans nos notes de cadrage. Donc elles vont les découper, elles vont les estimer et elles vont les positionner sur une roadmap à 3 mois. Donc on s'assure que là, durant cette journée de travail, les Scrum Teams, elles aient bien en visibilité leurs adhérences. Des fois, l'API doit développer un truc pour qu'en front, côté web, ça s'affiche, patati patata. Donc on essaie un petit peu de retracer toutes ces adhérences-là. Et surtout qu'elle délivre des fonctionnalités dans le même timing. Parce que si on a un truc qui est transverse, comme par exemple la mise en favori, mais alors que la mise en favori, elle arrive au premier mois sur web et 2 mois plus tard sur appli mobile, c'est quand même un peu dommage. Donc en général, c'est durant cette journée-là qu'elle se synchronise également. Et donc pendant un cycle de delivery de 3 mois que vous voyez là,
Et ben nous, on a notre prochain cycle de cadrage et de conception de 3 mois qui alimentera le cycle de delivery suivant. Donc de cette manière-là, ça nous permet en fait de construire des roadmaps à 6 mois, clairs et maîtrisés, qui sont alignés sur nos objectifs stratégiques et nos insights utilisateurs. Et en même temps, on reste agile parce qu'on a des itérations qui vont être trimestrielles sur le cadrage et surtout, on est toujours en sprint côté delivery. Je te laisse passer à la suite pour la dernière partie. Donc maintenant qu'on a délivré, comment on mesure l'impact de tout ça? Parce que c'est très important, hein, on ne délivre pas pour rien. Comment on mesure la valeur apportée par nos nouvelles fonctionnalités? Donc là, bah, c'est simple. Je te laisse montrer, voilà. Comme on l'a vu précédemment, et ça, j'y mets un point d'honneur, ça fait partie du definition of done de notre cadrage initiative. Il y a la partie quel objectif je me donne et quel KPI je mesure. Si j'adresse une initiative, si j'adresse une problématique, je veux en mesurer l'impact. Donc les PM, ils ont déjà en main, vu qu'ils l'ont fait dans la phase de cadrage, ils ont déjà en main les indicateurs à suivre. Au fur et à mesure que des solutions à cette initiative vont être délivrées, ils vont pouvoir suivre l'impact de celle-ci sur leur KPI. Et en fonction de l'atteinte ou non de l'objectif initialement posé, on va pouvoir choisir de continuer à explorer d'autres solutions. Si jamais, par exemple, on se rend compte que le KPI a bougé mais pas suffisamment, on peut aller explorer d'autres solutions à cette problématique. Ou alors, si on se rend compte qu'on a validé nos critères de succès, nos objectifs, on peut en adresser une autre. Il y a un point clé sur la mesure, c'est qu'au moment de mon cadrage initiative, au moment de la définition de mes KPI, un piège un peu tout bête, il faut que je m'assure que la donnée que je cherche soit bien mesurable et que le plan de marquage que j'ai sur mon outil le permette. Des fois, on a des KPI en tête qui sont juste pas mesurables, il faut quand même s'en assurer, ce serait dommage de s'en rendre compte à la fin. Et pour le dernier élément, toujours sur la mesure, voilà. Très important, je vous rappelle que ces initiatives, donc ces réponses aux problématiques, elles découlent d'opportunités un peu plus macro, qui ont été priorisées par notre head of selon, entre autres choses, sa vision des enjeux stratégiques de la direction et de notre produit. Donc avec en face des indicateurs très macro de type KPI stratégique, OKR, North Star métrique, etc. Donc par conséquent, nous, quand on adresse nos initiatives, on va regarder des KPI propres à ces initiatives, mais normalement, on le fait pour faire indirectement bouger ces indicateurs-là, que vous voyez, ces indicateurs stratégiques. Si ce n'est pas le cas, si on se rend compte que ces indicateurs à un horizon de temps plus long ne bougent pas ou pas suffisamment, alors c'est peut-être pas les solutions à nos initiatives qu'il va falloir continuer de creuser, mais c'est plutôt ouvrir de nouvelles problématiques à adresser et repartir donc sur une phase de discovery. Oh, le timing est bon, non? Très clair, super. Donc voilà, moi, juste pour conclure, je vous ai montré ici, c'était un peu dense, désolé, si j'étais un peu rapide, mais je vous ai montré ici donc quelle pouvait être une organisation produit à l'échelle, avec les rôles et les responsabilités de chacun, tout au long du cycle de développement de notre produit. Je suis pas forcément rentré dans les détails au niveau des outils, voilà, je parlais de RISE, de RIC, au niveau des outils ou même des méthodes, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Alors je vois qu'il y a déjà une Oui, question j'ai de Damien sur les solutions définies dans les PMPOX et figées 3 mois à l'avance. Alors, Damien, peut-être que tu veux prendre ton micro et développer un petit peu? ouais, salut. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Ouais. En fait, par rapport à la présentation que tu faisais, j'ai eu l'impression que les PMPOUX, c'était eux qui travaillaient principalement sur la solution et donc du coup dans le PI d'avant. Donc j'avais l'impression que ça ressemblait un peu à un cycle en V et de la séparation MOA MOE et je voulais savoir si j'avais bien compris ce que tu présentais ou pas. Alors, quand tu vois une séparation, c'est que tu dis qu'en fait, tu as les PMUX d'un côté qui raisonnent, solutions et que tu vas avoir après les PO qui vont rédiger des US, c'est ça? Et qui vont être plutôt dans l'écriture des specs? J'ai l'impression que c'est un peu ça, ouais. Alors, c'est le piège de ce genre d'orga. C'est vraiment le piège et là où, alors peut-être que tu peux revenir sur la slide, avec les doubles flèches? En fait, là où c'est très important, tu vois, c'est quand on est par exemple sur les solutions, alors c'est peut-être pas le non, plutôt avant, excuse-moi. Plutôt avant, sur les petits triangles verts, les petits ouais, voilà. Tu vois, là, on n'est pas encore sur notre phase de delivery. Le risque qu'on peut avoir, en effet, c'est que les PM et les UX continuent un peu de réfléchir aux solutions, en chambre. Là, l'idée, c'est d'embarquer
les PO et leur Scrum Team dans la définition des solutions. Ce qui est très important, c'est que les PM et les UX doivent définir le quoi, quelle problématique on va adresser, quel indicateur on va faire bouger. Par contre, le comment, la manière dont on veut le faire, les solutions les plus appropriées, c'est bien les PO et leur Scrum Team qui doivent y réfléchir. Et tout ça, c'est co-construit. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, sur notre phase de cadrage, on a une exploration des problématiques qui est à la main des PMUX et on a une exploration des solutions qui va être pilotée par les PMUX, mais opérationnellement, qui va être faite par les Scrum Teams. Donc, par contre, le piège, c'est qu'en effet, ils ne soient pas onboardés suffisamment tôt là-dedans et qu'on ait à la fin, on l'a déjà vécu, hein, qu'on ait à la fin des PO où on leur dise: «Bah, écoutez, les solutions, c'est ça, écris-moi les US et tes critères d'acceptance et tes tests». Et ça, c'est ce qu'on veut éviter en effet, puisque sinon on se retrouve dans cette configuration-là dont tu me parles. OK, merci. Carole, je te laisse la parole si tu avais une question. Oui, merci, désolée. Du coup, merci pour cette présentation, ces explications, Alexis. On a plutôt parlé du coup d'une orientation très valeur ajoutée, du coup plus sur les initiatives technologiques, mais comment est-ce que tu inclus les initiatives techniques au même titre que les initiatives technologiques pour valoriser les travaux et le rôle de la System Team, parce que du coup, le PM travaille énormément avec ses architectes, ou son architecte, c'est le cas. Alors en fait, ce qui se passe sur la priorisation des opportunités, là, c'est vrai que je l'ai fait centré très produit, mais dans l'orga, ce que tu vois, c'est que tout en haut, tu as la Head of Product, mais tu as aussi un responsable design et un responsable technique. Et le responsable technique, il a aussi voix dans la priorisation des opportunités, donc vraiment sur, voilà, sur la construction de la roadmap vraiment assez macro. C'est lui qui va avoir justement en visu la gestion de la dette, les migrations de plateformes, les mises à jour potentiellement à faire. Donc il y a toujours de toute façon une voix au chapitre côté technique et une capacité à faire qui est allouée à ces sujets-là. Mais il est objectivé de la même façon que le sont finalement Ah, tu les veux dire EPP. dans la priorisation? Non, la priorisation des sujets techniques, elle se fait autrement parce que, en effet, la valeur perçue, elle est souvent indirecte. Donc tu vois, quand on utilise par exemple des matrices là, RICE ou RIC pour prioriser, on va pas le faire de la même manière. Je t'avoue que parfois là, on va un peu tweaker le modèle en se disant que de toute façon, si on a une migration technique vers le cloud à faire parce que sinon plus personne peut développer d'ici la fin de l'année, et ben, en fait ça passe et c'est tout. Exactement. Merci beaucoup. Jean-Nicolas, je te laisse poser ta question. Yes. Axel, j'ai une petite question. Comment est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des différents rythmes de discovery? Parce que quelque part, il doit avoir des besoins où on réagit très vite, où il n'y a pas besoin de passer par ce funnel de problème-solution, parce qu'en fait, soit la solution est évidente, soit le problème est évident. Du coup, il y a des, je pense, des moments où il faut aller beaucoup plus vite dans le discovery et aller très vite en delivery. Comment vous gérez ce double rythme pour conserver en fait l'agilité du modèle, quoi? Pas, pas être dans des cycles de 3 mois nécessairement. Alors, on n'a pas souvent eu ce cas-là. Moi, enfin, sauf cas particulier, hein, je voudrais bien un exemple, mais j'aime pas trop parler de solutions évidentes. Ça, c'est le piège en général quand on parle de solutions évidentes. C'est bien quand même le discovery, il est nécessaire systématiquement. Maintenant, je suis d'accord avec toi que 3 mois, c'est peut-être un peu trop. C'est pour ça que tu vois, dans ton tout premier cadrage d'opportunité, dans ta toute première phase, il y a mon plan d'action. En fait, avant même de creuser la donnée et de lancer le discovery, on va s'ambitionner entre guillemets, sur une durée de cadrage. Si on se rend compte que durant le cadrage de cette opportunité, je peux aller très vite, j'ai besoin de rien, j'ai tous les éléments à dispo et surtout je vais être contraint pour X ou Y raison par le temps, on peut avoir un channel un peu fast track où on va très vite aller directement itérer sur la solution et on va l'intégrer. On n'hésite pas, hein, même si je sais que certains puristes n'aiment pas trop ça, on n'hésite pas, nous, à aller perturber le cycle de PI de delivery là, de 3 mois, qui est déjà en sprint, avec des éléments nouveaux si jamais il y a des sujets critiques à adresser rapidement. C'est Ok, l'avantage t'as des aussi fast d'avoir trackers. notre...
Ouais, voilà, il y a bien un channel fast track là-dessus qu'on utilise peu, en fait. Pour l'instant, j'ai pas trop vu le cas non plus. Mais voilà, on s'autorise à le faire, hein, on a notre product increment, il est sur 3 mois, mais c'est des sprints de 2 semaines. Si à un moment donné, il faut qu'on aille, torpiller quelque chose avec quelque chose qui arrive, avec une solution qui doit arriver vite et qui est critique, on le fera. Yes, merci beaucoup. Je vois qu'on a beaucoup de questions. Pour ceux Je qui vois veulent ça. rester, je pense qu'on peut rester peut-être encore 5-10 minutes de plus pour peut-être répondre à ces questions-là. Alors on peut faire ça ou alors sinon, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont posé des questions et qui vont partir tout de suite après. Moi, ça me dérange pas de prendre le temps de répondre directement dans le chat. Voilà. OK, ben, on peut faire comme ça. Parce que moi, en plus, Mmh. j'ai une petite démo à côté là à faire dans pas longtemps. OK, ben, parfait, on Mais fait je comme réponds ça. à tout le monde aujourd'hui, promis les amis. Je réponds à tout ça. Vous en faites OK, pas. ça marche. Bah, merci en tout cas, Axel, pour ta participation et ta Avec grand contribution pour plaisir. l'échange d'aujourd'hui. C'était vraiment super Merci bien. intéressant et on vous donne rendez-vous pour le prochain Wake Up Café, le 18 novembre prochain, pour en savoir un peu plus sur comment bien découper son produit et pour finir, je vais juste mettre un lien dans le chat pour, nous partager vos feedbacks sur l'événement et je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end Salut tout le et à monde. bientôt. Bon vendredi.